Ah oui, Oui, voilà. Alors maintenant on t'entend là, tout de suite maintenant. voilà. Alors il faut savoir que votre dispositif ne supporte aucun moyen un peu, sophistiqué de transmettre le son et donc le micro-cravate que j'avais ne fonctionne pas, le t voilà, tous les dispositifs, on ne peut utiliser Donc nous, que le micro et la caméra de l'ordinateur. On est donc, limité, drastiquement. Voilà. donc si je comprends bien, c'est de notre faute. Ah non, c'est le dispositif choisi Ouais, ouais, moi j'ai un micro, c'est ça qui est bizarre. Bon, et en faudrait fait, qu'on fasse un essai. c'est voilà, c'est lié à des caractéristiques propres du dispositif dans lequel je viens comme invité et vous comme organisateur. Bon. Et donc je disais, pour finir ma phrase, que le conseil, parce qu'on donnait quel conseil à la jeunesse, eh bien je disais, le conseil c'est, cette, phrase de Marc Aurèle que j'aime beaucoup: «Donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux pas changer, le courage de changer celles que je peux changer et la sagesse de toujours distinguer l'un de l'autre», heu, qui pourrait être, une maxime pour nos politiciens, ce qui ne semble pas être le cas. Bon, Absolument, en tout cas, c'est un point de vue que Frédéric Engels avait développé aussi. donc on est ravis de t'avoir, Si. malgré les difficultés, sonores et on a décidé d'aborder avec toi aujourd'hui, d'avoir ton avis sur l'événement planétaire qu'est la cérémonie d'investiture de Donald Trump, qui se tient donc aujourd'hui. Alors actuellement à Washington, il doit être tôt, il doit être, Il est 4h49 du matin. 4-5 heures, 4h49, voilà. Les éboueurs et les laitiers se réveillent seulement, et le Secret Service doit vérifier les derniers paramétrages de l'endroit où ça va se faire. Donc ce sera aujourd'hui. Hem, que penses-tu d'abord de cette cérémonie et de ce qu'elle représente? La cérémonie, elle est traditionnelle aux États-Unis. Heu, pardon. Cette cérémonie est traditionnelle aux États-Unis. Elle représente une manière de faire. On élit au mois de novembre un président qui prend ses fonctions à la fin du mois de janvier. Pourquoi? Parce que le système dit des dépouilles fait que l'administration tout entière va changer de tête. À chaque direction importante de l'administration, le nouveau président va placer une personne qui a sa confiance. Ce n'est pas du tout le mode de fonctionnement que nous avons ici, où nous avons une administration qui est parfaitement indépendante et des ministres qui sont au-dessus de cette administration. L'administration répond au ministre, mais elle a son indépendance. On ne change pas tous les directeurs d'administration au moment où un nouveau président ou une nouvelle majorité arrive. Alors, en fait, c'est un peu plus complexe parce que le nouveau ministre va avoir tendance à changer les directeurs d'administration, mais il ne peut le faire qu'à dose homéopathique, il ne peut le faire qu'avec un peu de temps. Et puis, ça n'est pas organisé de la même façon. Si vous avez un mouvement préfectoral de 60 préfets d'un coup, ou un changement de majorité, cela crée un problème politique dans le pays. Là, le système américain est simple et clair. Tous les directeurs de toutes les administrations arrivent dans la musette du nouveau président qui a ainsi la confiance de toutes les administrations. Mais nous devons avoir en tête qu'il ne s'agit pas d'un État, mais d'une fédération d'États et qu'il n'y a pas de ministre, il y a des secrétaires d'État, il n'y a pas de Premier ministre et tous ces secrétaires d'État sont responsables devant le président. Donc il y a là
un dispositif d'ensemble qui est différent. Le président n'a aucune possibilité de dissoudre le Congrès, ni les représentants, ni les sénateurs, ni le Congrès rassemblé. Donc, il y a un dispositif d'ensemble entièrement différent qui n'est pas forcément plus mauvais que le nôtre. À partir du moment où le président est élu au suffrage universel, l'existence d'un Premier ministre apparaît comme quelque chose de curieux, ou bien alors c'est la cohabitation et le président, bien qu'élu au suffrage universel, est renvoyé dans ses foyers, en quelque sorte, à Rambouillet, où il a une très belle résidence. Et est-ce que toi, tu préférerais pour la France, hein, ce système américain de remplacement de la haute fonction publique? Heu, ou c'est totalement incompatible? Ce système est global. Si le régime est présidentiel, la haute fonction publique qui va avec correspond à la nomination du gouvernement en France. Si le système est parlementaire, la fonction publique a son indépendance et ce sont les ministres qui dirigent euh, les administrations à travers des fonctionnaires. C'est une question de choix global. Dans le choix global du régime présidentiel, le président est contrôlé par les assemblées. Dans le régime de la Ve République, le président est plus ou moins contrôlé par les assemblées. Historiquement, sur plus de 50 ans, maintenant on a 60 ans de recul, il ne l'est pas. Alors Donald Trump, est élu dans un contexte de trumpisme triomphant. Certains nous écrivent, Galicie nous écrit que c'est un événement planétaire, mais pour une cérémonie qui est censée être adressée aux Américains. On voit que ce n'est pas le cas justement, que ça a une portée mondiale et que, Donald Trump et Elon Musk se piquent d'agir politiquement dans différents pays, y compris, en Europe et de manière très rapide. Alors pour le moment, quelles sont les caractéristiques pour toi de ce trumpisme triomphant? Hier, il y a eu un dernier meeting de Donald Trump, enfin, dernier meeting avant d'être président, où il a beaucoup parlé de lutte contre le wokisme et de lutte contre l'immigration clandestine. Est-ce que c'est ça le grand marqueur du trumpisme triomphant? Il faut d'abord considérer que le changement de régime significatif dans un très grand pays est un événement mondial. Si Vladimir Poutine était remplacé par un pro-américain ou bien par un ami de tel ou tel autre régime, ce serait un événement mondial. Le changement de pouvoir en Chine serait un événement mondial. L'arrivée d'un ami de Vladimir Poutine à la tête du Royaume-Uni serait un événement mondial. Donc aujourd'hui, le monde est suffisamment interconnecté pour que tout changement politique important soit un événement mondial. Donc, ça n'est pas exceptionnel qu'un changement politique aussi important que l'élection de Donald Trump aux États-Unis soit considéré comme un événement mondial. Ensuite, il est un événement mondial pour une raison, c'est qu'il bascule, il fait basculer les équilibres mondiaux. Nous avions un dispositif dans lequel nous avions d'un côté les BRICS et de l'autre l'alliance conclue autour de Davos, c'est-à-dire un ensemble de milliardaires et l'État profond américain et ses satellites de l'Union européenne. Et là, nous avons une bascule. L'État profond américain et Davos ont perdu devant Donald Trump qui affirme la continuité de la tradition américaine. Alors, c'est ça qui est difficile à comprendre. La tradition américaine, c'est
Donald Trump. Ça n'est pas le mondialisme de Davos relayé par les partis de gauche français. La tradition américaine, c'est Donald Trump, c'est-à-dire lorsque l'Amérique est forte par elle-même, lorsqu'elle a la capacité de peser dans le monde, alors elle réalise son destin, puisque il y a, selon la vision américaine du monde, un destin manifeste des Le célèbre États-Unis destin manifeste. d'Amérique pour mener le monde, les États-Unis d'Amérique étant un nouvel Israël d'un point de vue biblique. Je vous rappelle que c'est un pays dans lequel l'Église et l'État ne sont pas séparés, dans lequel les billets de banque vous parlent de Dieu tous les jours. Donc, il y a cette idée du destin manifeste, et le destin manifeste dans la vision de, des démocrates et d'une partie de l'État profond, c'était un destin manifeste accompli par le complexe militaro-industriel à travers une guerre permanente qui devait finir par mettre l'ensemble du monde à la main des Américains. Bon, alors, ça n'a pas commencé avec les démocrates, ça a commencé avec les Bush. Mais vous savez, Ça, c'est la vision ce qu'on appelle les c'est néoconservateurs. ça. La longue lignée des néoconservateurs Alors, américains. il faut avoir en tête que traditionnellement, les guerres sont lancées aux États-Unis par les démocrates, pas par les conservateurs, pas par les républicains. Or, nous avons une exception qui fait basculer la règle, ce sont les Bush qui, deux républicains, lancent deux guerres. Et à partir de là, nous avons cette déstabilisation des États-Unis, cette déstabilisation de leur tradition en tout cas. C'est-à-dire que les républicains lancent des guerres et quand les démocrates vont arriver, ils vont aller encore plus loin dans un mondialisme débridé. On voit aujourd'hui que ce mondialisme échoue. Il a naturellement créé en face de lui une réaction qui est celle des BRICS et les BRICS représentent une force qui n'a jamais existé en face des États-Unis, puisqu'il y a à la fois la force nucléaire de l'ex-URSS, la force économique de la première puissance économique qui est la Chine, et la force démographique qui est l'ensemble des BRICS. Alors, le PIB des BRICS est déjà plus élevé que celui du G7. Le PIB chinois est plus élevé que celui des États-Unis. Et même si aujourd'hui les BRICS sont 11 porte-avions contre 29 pour les Américains, dans 5 ans, on peut penser que les BRICS seront 35 porte-avions contre 32 pour les Américains. Et là, on est Les missiles hypersoniques réduisent quasiment à néant l'avantage du porte-avions. les nouvelles armes russes sont évidemment terrifiantes pour les Américains parce que sans utiliser même le nucléaire, elles arrivent à détruire complètement des zones par l'arrivée à Mach 8, Mach 12, Mach 25 de projectiles multiples sur des zones élargies qui permettent de détruire totalement, notamment des infrastructures industrielles, sans avoir l'effet retour du nuage nucléaire que donnent les bombes atomiques. En plus, ces mêmes missiles peuvent être porteurs de charges nucléaires, éventuellement de très petites puissances, donc qui ajoutent, disons, un cocktail mortifère à la puissance à laquelle, pour l'instant, les Américains et leurs satellites de l'OTAN ne sont pas capables de faire face. Est-ce que, comme nous, Cela explique pourquoi la stratégie de Trump, qui est un homme beaucoup plus raisonnable que ce que nos médias veulent bien nous montrer, est de ne pas s'affronter à la Russie.
Alors, on verra ce qu'il en sera, mais comme nous le dit Galici dans le fil, est-ce que démocrates et républicains ne se retrouvent pas sur la défense du véritable État profond américain, à savoir le complexe militaro-industriel? Est-ce que les demandes de Trump de 3%, puis de 5% de dépenses du PIB pour les États européens pour se défendre eux-mêmes, on connaît son discours sur le sujet, ne sont pas des gages donnés au complexe militaro-industriel, puisque les États européens, aussi peu indépendants qu'ils sont des États-Unis, achèteront justement, principalement, du matériel américain. Et pourquoi voudriez-vous que Donald Trump soit hostile à l'industrie américaine? Il n'y a pas de raison. Pas plus cette industrie-là que d'autres industries. Il est pour l'industrie américaine, et Oui, mais c'est, comme tu l'as il dit, n'a comme vous l'avez dit, c'est une industrie qui veut la guerre, qui a besoin de guerre pour exister, ouais, pour vendre des armes. elle a besoin de guerre, mais elle peut vivre sans. Elle a très bien vécu, le premier mandat de Donald Trump, où les bombes qui étaient jetées étaient essentiellement sur Twitter. Non, Très bien. c'est c'est une, industrie qui a besoin de la guerre pour écouler les vieux stocks, ce qu'elle fait, en Ukraine. Mais elle peut écouler les vieux stocks avec des accords, bilatéraux avec, la Russie ou l'Union soviétique jadis, ça marchait très bien. On faisait un accord, avec l'Union soviétique et les soviétiques venaient vérifier qu'on détruisait bien les matériels, que donc le complexe militaro-industriel devrait, refabriquer puisqu'il faudrait fabriquer des matériels qui n'entrent pas dans le cadre des accords passés avec l'Union soviétique. Non, tout ça marchait très bien. J'évoquais donc le fait que Donald Trump euh, exigeait une hausse des budgets de la défense des pays alliés de l'OTAN. Euh, que pensez-vous de l'avenir de la relation États-Unis-OTAN, ou même de l'OTAN avec Donald Trump? Est-ce que les choses vont changer radicalement, ou ce sera du pareil au même avec une exigence d'achat de matériel américain? Donald Trump n'a aucune estime pour les dirigeants européens et on doit dire qu'en étant un observateur impartial, on peut aisément le comprendre. Ces dirigeants européens sont directement, inféodés à Washington et n'ont même pas envisagé de plan B. Depuis 1945, les dirigeants européens se cachent sous le parapluie américain, en profitent pour faire des affaires, gagnent pour la plupart des pays européens, c'est pas le cas de la France, mais gagnent beaucoup d'argent sur le fait qu'ils n'ont aucune ou pratiquement pas de dépenses militaires et que ce sont les Américains qui vont faire les dépenses militaires en contrepartie d'une inexistence totale de défense de leurs intérêts nationaux par les dirigeants européens. Si on devait résumer, on a des dirigeants européens qui défendent l'intérêt des actionnaires des grandes compagnies de leur pays qui gagnent beaucoup d'argent et qui ont des budgets en équilibre, voire bénéficiaires, parce qu'il n'y a pas de composante militaire et que les Américains payent. Donald Trump trouve que ces gens sont des idiots et que comme il est aujourd'hui, enfin dans quelques heures, il sera le dirigeant des États-Unis d'Amérique, il n'a aucune raison de payer pour des idiots. Ces idiots, soit ils ont la capacité de se défendre par eux-mêmes et ils peuvent discuter avec les États-Unis, soit ils ne l'ont pas et ils n'ont que la faculté de se taire quand le maître lève la main. Alors, évidemment, Donald Trump, qui pense que ce sont vraiment des imbéciles fiefés, leur dit, vous allez faire ces dépenses et en plus, vous allez les faire chez moi et vous n'allez même pas être indépendant. Voilà ce qu'il en coûte de n'avoir aucune stratégie. Voilà ce qu'il en coûte de ne pas défendre les intérêts de son peuple. Mais Donald Trump s'adresse à eux comme il s'adresse à Kamala Harris.
il leur dit: «Tu ne défends pas les intérêts de ton peuple, ça te tombe sur la tête, voilà». On a eu, juste avant cette, investiture de Donald Trump, la surprise, d'un accord de cessez-le-feu, sûrement très précaire, entre le Hamas et Israël. On le sait maintenant, en particulier par le journal israélien Haaretz et par le Hamas, que c'est la détermination de Donald Trump, par l'entremise de son envoyé, qui a permis cet accord, qui n'a jamais été possible sous Joe Biden. Est-ce que c'est un effet de manche ou est-ce que vous pensez que Donald Trump, dans cette région du monde, va tenter de rentrer dans l'histoire, comme il avait commencé à le faire avec les accords d'Abraham, pour peut-être trouver une solution à ce conflit, ou alors c'est juste pour avoir un, un moment, quelque chose d'intéressant pour à présenter au moment de son investiture. Est-ce que c'est temporaire ou est-ce que ça augure de changements radicaux dans la politique américaine dans cette région? Donald Trump est un pragmatique. Il a dit qu'il ferait la paix en Ukraine, il a dit qu'il ferait la paix au Moyen-Orient, il a un cessez-le-feu au Moyen-Orient. Arrivera-t-il dans la semaine à avoir un accord? Probablement pas, mais une date de rencontre avec Vladimir Poutine, ça, c'est possible. Et on sait qu'une rencontre entre Trump et Poutine signifie à la sortie un accord sur l'Ukraine. C'est un pragmatique. Il pense qu'il n'a rien à gagner à la guerre. Donc, pourquoi faire la guerre? S'il s'agit d'écouler les stocks du complexe militaro-industriel, c'est fait en Ukraine, il n'y a plus besoin de faire un effort supplémentaire. Si il s'agit de conquérir le monde par la guerre, il a compris que ça n'était pas possible et que ça n'était pas le destin des États-Unis qui est d'avoir une hégémonie par leur propre puissance et non par le fait qu'ils organisent un chaos mondial. Or, il se rend compte que les dispositifs de guerre en cours actuellement tendent à organiser un chaos mondial et un chaos mondial qui n'est pas à l'intérêt des États-Unis, puisque les États-Unis ont maintenant en face un dispositif d'ensemble avec les BRICS. OK, mais est-ce que, si on prend le cas justement de l'Ukraine que vous évoquez, de l'autre côté, du côté de Moscou, moi ce que je vois, c'est que la confiance envers les Américains, Trump y compris, est très, très faible. Entre autres parce que c'est lui qui est sorti des accords INF, qui a cassé l'accord sur le nucléaire iranien, et qu'il est sorti de l'accord de ciel libre, par rapport aux Russes, qu'il a armé aussi l'Ukraine et que la confiance est très, très, très modérée. C'est peut-être pour ça aussi que on ne parle plus de résolution du conflit en un jour, mais en 6 mois du côté des troupes de Trump. Est-ce qu'il ne risque pas de tomber sur un os en Ukraine où ce qui inquiète toujours les Russes, c'est l'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN? Ou pour le dire autrement, est-ce que la discussion entre Donald Trump et Vladimir Poutine ne va pas porter non pas sur l'Ukraine, qui je crois est effectivement totalement secondaire au regard de Donald Trump, mais des limites claires et concrètes inscrites dans un traité international des frontières définitives de l'OTAN? On peut penser que le souhait de Donald Trump est de stabiliser les choses avec la Russie. Donald Trump pense que le conflit dominant, celui qui a du sens, c'est le conflit avec la Chine. Pour une raison, c'est combien d'ouvriers américains, combien d'employés américains ont perdu leur travail à cause de la Russie? Aucun. Combien ont perdu leur travail à cause de la Chine? Des millions. Des dizaines de millions se trouvent dans des situations économiques précaires, difficiles, à cause de la Chine. Plus exactement, à cause du fait que, dans le cadre de la globalisation financière, les acteurs dominants
des États-Unis ont choisi de faire fabriquer en Chine ce qu'ils fabriquaient aux États-Unis. Mais maintenant, pour revenir en arrière, il ne suffit pas d'affronter les acteurs dominants aux comme les Européens. États-Unis, il faut affronter la Chine. D'abord parce que si vous prenez le cas des TGV, par exemple, on leur a vendu des TGV, on leur a fabriqué des TGV dans des usines qu'on a montées là-bas. Ils fabriquent aujourd'hui 10 fois plus de TGV que nous chaque année, mais surtout, ils vont dans quelques jours lancer leur nouveau super TGV qui va beaucoup plus vite que le nôtre. Alors, c'est cette évolution-là qui est un problème majeur pour Donald Trump. C'est pas la Russie. Or, la politique stupide de Biden a conduit la Russie à se tourner massivement vers la Chine, c'est-à-dire à échanger un accord stratégique avec la Chine contre les matières premières de la Russie. Or, l'alliance matières premières et ateliers du monde, évidemment, ça fait quelque chose de totalement toxique pour les États-Unis. Donc, Biden, qui était une marionnette, mais ceux qui étaient derrière lui, puisqu'il avait 1 heure ou 2 de lucidité par jour, nous dit le Wall Street Journal, mais ceux qui dirigeaient derrière Biden souhaitaient bloquer définitivement l'alliance qu'ils voyaient se constituer de fait entre l'Allemagne et la Russie. L'Allemagne donnant sa technologie, son industrie et ses capacités commerciales. Je vous rappelle que l'Allemagne, jusqu'à la crise du Covid, est le seul pays du monde qui a une balance commerciale positive avec la Chine. Le seul pays du monde qui arrive à avoir une balance commerciale positive avec la Chine. Donc des capacités commerciales immenses, des capacités industrielles énormes, pas de matières premières et une alliance globale avec la Russie sur les matières premières. Il fallait casser ça pour détruire l'industrie allemande. La guerre en Ukraine l'a permis. Vous voyez que l'industrie allemande plonge. Les Chinois se sont même permis de proposer de racheter Volkswagen la semaine dernière. Donc, c'est un symbole qui fait rire, bien sûr, mais on voit bien que de ce côté, la méthode Biden a réussi. Elle a cassé l'Allemagne et cassé l'alliance germano-russe sur l'industrie et la politique mercantile allemande. En revanche, elle a adossé la Russie à la Chine et c'est stratégiquement beaucoup plus dangereux que de voir cette alliance entre la Russie et l'Allemagne, qui était une alliance sur le plan économique, qui n'était pas une alliance sur le plan stratégique. L'alliance russo-chinoise était d'ailleurs la grande angoisse de feu Henry Kissinger, qui n'arrêtait pas d'alerter sur ce risque pour les États-Unis. Alors, on l'a évoqué avant que vous ne soyez à l'antenne, Gilles Casanova. Ce vendredi, à Moscou, a été signé un accord stratégique majeur entre l'Iran et la Russie, impliquant des aspects militaires très très importants. Il a été signé justement tout juste avant l'investiture de Donald Trump. On sait que pendant pendant sa campagne présidentielle, Donald Trump a à plusieurs reprises eu des mots assez durs envers le régime iranien, évoquant même la possibilité ou la nécessité de le détruire en 1000 morceaux. Euh, et on sait que le gouvernement de Netanyahou piaffe d'impatience pour aller au moins bombarder sérieusement l'Iran. Est-ce qu'on n'a pas là une réaction du bloc BRICS, en tout cas spécifiquement de la Russie et de l'Iran, face à une menace que pourrait représenter Donald Trump? Vous savez, à la veille de la négociation, on rassemble tous les éléments qu'on peut avoir dans sa manche. Donc il est tout à fait naturel de la part de la Russie d'officialiser un accord qui avait déjà été partiellement fait au cours des mois précédents et et au, au cours de la guerre en Ukraine, car l'Iran a été d'un fort soutien
à la Russie pendant la guerre en Ukraine, dans le même temps que la Chine a donné sa garantie militaire à l'OTAN, pardon, la Chine a donné sa garantie militaire euh, à l'Iran, en même temps qu'à l'Arabie saoudite, si celle-ci devait se confronter l'une à l'autre. Vous vous souvenez de cet important moment international qui n'a pas en France été tellement commenté, qui est l'accord entre l'Arabie saoudite et l'Iran, réalisé à Pékin avec la garantie donnée par les Chinois, garantie nucléaire donnée par les Chinois à l'un comme à l'autre. Donc, il est assez naturel que la Russie, d'abord, ne laisse pas la Chine être seule amie de l'Iran. Euh, Elle est alliée de la Chine, mais elle n'entend pas être vassalisée par la Chine. C'est quand même un grand pays, la Russie, hein. Même si elle a très peu d'habitants par rapport à la taille de son pays, c'est un grand pays et elle considère qu'elle est à la fois en Europe, en Asie, elle est la voisine de la Chine, la voisine du Japon et la voisine de l'Union européenne. Donc, elle est euh, là dans une démarche parfaitement logique qui ne doit pas être regardée à la petite semaine comme 3 jours avant l'investiture de Trump, ils font ça parce que Trump a dit que, etc. Non, les dirigeants russes ne sont pas des journalistes de presse française. Le Monde n'a pas commencé il y a 3 jours et ne s'arrêtera pas la semaine prochaine. Non, mais ils ne sont pas des journalistes à la petite semaine, mais ils maîtrisent aussi le sens du timing et l'annonce des choses pour justement préparer, pour mettre une ambiance de travail. Oui, c'est la préparation de la négociation. C'est très naturel. Il souhaite rencontrer Trump. Tout Poutine souhaite rencontrer Trump. Il ne peut pas rencontrer Trump sans avoir essayé de stabiliser autour de son pays tous les éléments de puissance qui sont les siens. L'accord avec l'Iran, ses principaux volets ont été signés au fil du temps depuis l'intervention en Ukraine. C'est un accord qui cadre le reste. Ça n'est pas un coup de tonnerre dans un ciel serein. Pour continuer sur ce cas ukrainien, John Mearsheimer, à plusieurs reprises, et encore récemment, vous connaissez très bien le grand géopoliticien réaliste américain, lui a l'air assez circonspect sur les capacités de Donald Trump, non pas à négocier avec Poutine, mais à trouver une solution en Ukraine euh, qui n'est qui n'apparaissent pas comme une capitulation généralisée de l'OTAN. C'est-à-dire que les Russes, de manière métallique, ne céderont pas les territoires conquis et exigent que que l'Ukraine ne rentre pas dans l'OTAN et soit une sorte de république de Weimar largement démilitarisée. Euh, John Mearsheimer ne voit pas comment. D'ailleurs, il rappelle que Donald Trump, lors de son premier débat avec Joe Biden, avait dit qu'il n'accepterait pas ces conditions. Comment est-ce que Donald Trump pourrait accepter des conditions qui sont les conditions de défaite? Alors, il faut se rendre compte que l'histoire du monde et la vie du monde ne se déroulent pas sur les plateaux de télévision. Il se déroule notamment sur le terrain. Et sur le terrain, la Russie a gagné la guerre. Donc, ce qui se disait sur les plateaux de télévision il y a un an avait une certaine valeur, même une valeur certaine. Maintenant, la Russie a gagné la guerre. Donc, on peut continuer sur les plateaux de télévision à dire ce que l'on veut. D'ailleurs, c'est ce qui se passe en France sur les plateaux de télévision, mais la Russie a gagné la guerre. Même un article du Figaro qui est pourtant très combattant en faveur de Zelensky explique que l'armée ukrainienne est au bord du désastre pur et simple, qu'elle elle est au bord de la capitulation pure et simple.
Bon, donc je ne crois pas que les Russes exigent une capitulation de l'armée ukrainienne. Et de toute façon, l'armée ukrainienne ne tient plus que par ses conseillers anglais, français, américains, qui, comme le font remarquer les collaborateurs de Vladimir Poutine, meurent maintenant par dizaines ou même par centaines, ce qui devrait alerter les dirigeants de la France, de la Grande-Bretagne et des États-Unis, disent les proches de Vladimir Poutine. Donc, cette situation-là, elle fait que les Russes n'ont pas de raison de reculer. Ils n'ont pas de raison de reculer. En Ah, revanche, c'est parfaitement clair. Les Russes n'ont justement aucune raison de reculer. ils peuvent accepter le Groenland. Ah oui. Mais oui, mais ce n'est pas rien. Ce n'est pas rien parce que le Groenland, ce sont des richesses tout à fait consistantes du point de vue des terres rares, du point de vue des réserves pétrolières, du point de vue de toutes sortes de choses que jusqu'ici on n'exploite pas au Groenland pour deux raisons. D'abord parce qu'il n'y a personne, il y a quelques dizaines de milliers d'habitants. Ensuite, parce que ça coûte très cher et que aucun État un peu puissant n'a eu l'intention de le faire, les Danois considérant qu'ils ont d'autres manières de faire de l'argent. Vous avez noté que un sondage réalisé au Groenland montre que la population du Groenland partage plutôt l'avis de Donald Trump et serait assez contente d'être le 51e État américain. Maintenant, évidemment, c'est une chose qui est impossible sans l'accord des Russes. Et des Chinois. Ils peuvent poser aussi problème. Mais En tout cas, Les Russes, parce qu'ils sont tout près quand même, hein, oui, oui, bien il sûr. faut pas avoir en tête le planisphère de Mercator. Il faut voir une projection polaire et voir que le Groenland, c'est vraiment tout près de la Russie. On Donc, avait fait le topo, on avait fait le topo ici, justement. La Russie peut échanger l'Ukraine contre le Groenland. Mais cela pose un problème terrible pour Madame von der Badaboum, Madame von der Leyen, qui avait dans son génie stratégique prévu d'exploiter pour l'Union européenne les ressources du Groenland, en particulier le pétrole, les métaux rares. Il y a un rapport de Bruxelles qui parle de 25 métaux rares dont disposerait le Groenland sur 34, et que c'eût été la solution idéale pour ne plus rien avoir à faire avec les Russes, ce plan magistral risque de s'effondrer pour Bruxelles, si jamais le Groenland bascule du côté des États-Unis. Vous savez, l'Union européenne, c'est un vassal, c'est un caniche. Donc, les aventures du caniche intéressent les amis des animaux, mais ils ne font pas l'histoire. Ma question était parodique. Merci pour la réponse. Euh, euh, il est vrai que, contrairement aux commentaires de certains journalistes qui ne vont pas au fond des choses, le Groenland pourrait basculer du côté des États-Unis et devenir le 51e État. Que penser de l'attitude de Donald Trump et d'Elon Musk par rapport au Canada? Là, les choses sont un peu plus compliquées. C'est un pays de 34-35 millions d'habitants, pas 56 000 comme le Groenland, et un grand pays. Que penser de cette attitude de considérer que c'est le gouvernement, enfin le Premier ministre est un gouverneur du prochain État des États-Unis? Ça n'est pas si simple. L'Alberta demande depuis des années son rattachement aux États-Unis. Et l'Alberta est une des provinces majeures du Canada. Donc on voit bien que le débat au Canada sur l'adhésion aux États-Unis d'Amérique est un débat qui existe, avec une province majeure qui est partisane de ce rattachement aux États-Unis. Donc ça n'est pas quelque chose qui est complètement farfelu comme tente de nous le présenter ici le système médiatique. D'autre part, évidemment,
cela correspondrait à la vision globale des États-Unis sur leur rôle médiatique, puis leur rôle messianique, pardon, parce qu'ils auraient vraiment tout le nord du continent américain. Maintenant, qui s'oppose à eux? Au Canada, l'opposition à cela, elle n'est pas si grande que ça. Vous avez bien sûr les Québécois qui veulent parler français. Bon, mais ils veulent parler français, mais ils sont plutôt appuyés sur les États-Unis d'Amérique contre l'État fédéral canadien pour parler français. Alors ça, c'est une donnée qu'ici on voit peu, mais ceux qui sont les plus proches des États-Unis au Canada, c'est bien sûr donc l'Alberta qui veut son rattachement, mais c'est aussi les Québécois pour qui c'est un moyen de résister aux anglophones de leur propre État. Donc, Trump ne dit pas quelque chose en l'air qui est n'importe quoi, il dit quelque chose qui, sur le temps long, pourrait conduire, maintenant que le poids de la couronne anglaise sur le Canada a beaucoup diminué, à une évolution des frontières qui correspondrait à la ligne Trump, c'est-à-dire agrandir l'influence des États-Unis sans guerre. Acquérir le Groenland et le Canada, c'est accroître l'influence des États-Unis sans guerre, et en contrepartie, on pourrait retirer les États-Unis de l'OTAN pour faire que, du même coup, les États-Unis ne sont plus présents à la frontière russe à travers les États baltes, à travers des situations de ce type qui ne rapportent rien aux États-Unis. Il faut savoir que les États baltes sont pro-américains d'une façon aussi intense qu'ils étaient pro-Moscou quand ils étaient à l'intérieur de l'Union soviétique. De ce point de vue, le rapport à la botte est le même, même si la botte a changé et que celle-ci a des éperons. Et pour les Américains, ça n'a aucun intérêt. Trump méprise profondément ces gens. Et si, pour reprendre euh, certains commentaires dans le fil du chat, si le Canada était intégré aux États-Unis ou était disloqué avec une partie comme l'Alberta qui rejoindrait les États-Unis, est-ce que la France, dirigée par d'autres personnes évidemment, n'aurait pas un rôle à jouer et pourquoi pas œuvrer pour soit l'indépendance du Québec, soit son rattachement à la France? Le rattachement à la France du Québec, c'est un peu difficile. Mais l'indépendance du Québec, oui, bien sûr, mais surtout la France a un rôle à jouer dans la redistribution des cartes pour proposer une Europe européenne qui ne peut pas se faire dans l'Union européenne, qui est une production inventée dès les années 50 par les États-Unis d'Amérique, mais en construisant un dispositif d'une Europe européenne qui reprennent notamment l'idée de la maison commune européenne avec la Russie et qui est l'idée d'une confédération dans laquelle des États indépendants et puissants accueillent d'autres États moins puissants, puisque l'Europe est faite d'États qui ont une certaine puissance économique comme le Luxembourg, mais une puissance démographique ou territoriale moins grande, comme ce même Luxembourg ou Malte. Et donc, avoir une reconfiguration de la façon dont l'Europe se présente et qu'elle soit un pôle mondial de puissance qui permette d'éviter le bloc russo-chinois, qui est un bloc de puissance qui n'a pas d'intérêt pour l'Europe parce qu'il déporte massivement l'histoire du monde vers l'Asie et fait de l'Europe qui a fait l'histoire du monde pendant plusieurs siècles une quantité négligeable, ce pôle ferait revenir l'histoire vers l'Europe. C'est évidemment pas un projet pour la semaine prochaine, donc les dirigeants politiques français actuels ne s'intéressent absolument pas à cela, puisque ce qui leur semble être le long terme, c'est la prochaine dissolution de l'Assemblée nationale. Donc évidemment, personne ne le voit, mais
il y a quand même quelques visionnaires dans la vie politique française qui regardent ces choses et qui, même s'ils n'ont pas un véritable accès aux médias, peuvent demain être les responsables que les Français se choisiront pour les mettre à la tête de la République. Espérons. Je vais revenir sur 2 points importants concernant la présidence de Donald Trump qui devrait commencer donc, aujourd'hui. C'est les 2 sujets, qui, tiennent à cœur, heu, à Donald Trump, qui ont aussi garanti son élection et qui font qu'il y a une forme d'international trumpiste. Je parle de 2 sujets, la lutte contre le wokisme et la lutte contre, l'immigration clandestine. Encore une fois, lors de la dernière, du meeting, d'hier soir de Donald Trump, ce sont les 2 sujets qui ont été abordés. Est-ce que, vous pensez qu'il y aura un grand changement sur ces 2 questions? En tout cas, on peut voir, un effet de panique assez important du côté des défenseurs d'une forme, assez étrange de progressisme en Europe ou des woke, en particulier par, les exigences et les annonces de ceux qui quitteraient, la plateforme X détenue par Elon Musk. Alors est-ce que vous Alors pensez que une première chose, c'est que on ne gagne pas des élections nationales par une vista mondiale, stratégique. Ça, c'est pas possible. Personne n'a réussi à faire cela. Quelqu'un qui avait qui s'appelait Charles de Gaulle, il n'a pas gagné les élections avec ça, hein. Et il s'est d'ailleurs retiré en 1947 parce que, il avait axé son action sur une vision mondiale, remarquablement, acérée et bien vue au sens des intérêts de la France. Mais, une fois la paix revenue, ce que les gens voulaient, c'était autre chose, était qu'on leur parle de leur vie quotidienne, ce que les partis qui dominaient la 4e République ont réussi à faire un certain temps jusqu'à ce que tout cela implose à cause de la guerre d'Algérie. Donc pour Donald Trump, c'est la même chose. C'est pas sur une vision internationale de long terme, qu'il pouvait gagner les élections, mais sur 2 questions et 2 questions qui sont fondamentales aux États-Unis et fondamentales dans tout l'Occident. La première question, c'est la frontière. Qu'est-ce que la frontière? Est-ce que c'est quelque chose qui diminue notre capacité à, faire avancer l'humanité? Est-ce que c'est les frontières qui créent les guerres et qui créent le malheur? Ça, c'est la doctrine de l'Union européenne. Les frontières créent les guerres et le malheur. La réalité, c'est pas ça. La réalité, elle est au contraire que seule la frontière permet le bonheur. Prenons un exemple. Dans une maison, vous avez une famille avec, des parents, des enfants qui ont, des objets, des téléphones portables, des radios, des télévisions, des, ordinateurs, des bijoux, toutes sortes de choses qui sont chez eux. Personne ne s'enferme l'un par rapport à l'autre dans sa chambre. Personne ne met un verrou sur son tiroir, sur son cadenas, parce qu'il y a une frontière, c'est la porte de la maison. Imaginons qu'on décide de casser la porte de la maison, on fait une sorte de Schengen global, et chacun peut entrer chez vous comme il veut. Et si on prend les textes de l'Union européenne, vous ne pouvez pas le faire sortir avant d'avoir tout à fait vérifié qu'il a les moyens de vivre bien en dehors de chez vous. Donc, la porte est ouverte à tous les vents. À ce moment-là, chacun va mettre dans un petit coffre son téléphone, ses bijoux, son ordinateur, tout ce qu'il a. Il n'y a plus aucune confiance possible à l'intérieur de la maison parce que la porte est ouverte. Eh bien, la frontière, c'est ça. On peut faire l'État social en France. On peut remettre en place le pacte social du Conseil national de la résistance
à partir du moment où il y a une frontière. S'il n'y a plus de frontière, ça n'est pas possible. Et le premier homme politique qui a expliqué cela, malheureusement, c'était Jean-Marie Le Pen. Et ce qui explique que le Front national fait ses conquêtes dans le Midi rouge et dans tous les secteurs où on est attaché au social, c'est cette compréhension objective que si on ouvre la porte de la maison, on ne peut plus partager à l'intérieur de la maison de manière cohérente et cohésive. Et ça, c'est terrible que, non pas que Jean-Marie Le Pen l'ait dit, ça prouve qu'il était intelligent, mais que la gauche, héritière de Jaurès, ne l'ait pas compris. Si elle l'avait dit, au lieu de se jeter dans une politique de suivisme vis-à-vis de Margaret Thatcher et des néo-libéraux américains, ça aurait changé le cours des choses, non seulement en France, mais en Europe, et d'une manière générale, la politique mondiale aurait évolué différemment. La frontière, c'est décisif. Et Donald Trump dit, la frontière, c'est décisif. Il dit ça dans un pays de grande immigration. Mais il faut avoir en tête qu'il y a un pays qui a des chiffres comparables à l'immigration américaine dans le monde, c'est la France, hein, et que nous sommes dans une situation qui est comparable à celle des États-Unis de ce point de vue. Nous accueillons une quantité énorme de migrants et nous avons cette caractéristique que, comme les Américains, nous en faisons des nationaux par le système, par un système de naturalisation qui n'existe qu'à l'échelle infinitésimale dans la plupart des pays du monde. En Asie, il n'y a pas d'immigration, il n'y a pas de naturalisation. En Afrique, ça n'existe pratiquement pas, si ce n'est entre des États voisins pendant les périodes d'affrontement. Donc là, il dit quelque chose qui parle très fort aux Français et qui parle très fort aux pays qui étaient jadis d'émigration, c'est-à-dire l'Est de l'Europe et le Sud de l'Europe, et qui sont devenus des pays d'immigration. Pas le cas de la France, qui n'a jamais été un pays d'émigration. Et évidemment, cette question-là, elle est clé. Si on retrouve la frontière, on retrouve la capacité pour le peuple de définir ce qu'il veut, de voir son avenir et son destin. Et à partir de là, évidemment, des monstres curieux et toxiques comme l'Union européenne n'ont plus leur place. En tout Alors, cas, l'autre chose qui est le wokisme, j'arrive sur le. l'autre chose qui est le On arrive wokisme, sur le wokisme. C'est juste pour dire l'autre, que dans le film, M. Casanova, vous êtes très apprécié. M. Casanova, j'en fais un seul, a raison, et Kluskar l'explique bien avec son analyse marxiste. Il y en a quelques autres de cet acabit dans le film. On pourra aussi citer Régis Debray et son éloge des frontières. alors Et donc, absolument, l'autre absolument, que vous Régis citerez, Debray a écrit quelque chose de tout à fait décisif sur cette question des frontières. et qu'on Et vous invite à le lire pour ceux qui ne l'auraient pas lu, Éloge des frontières, c'est court, incisif et très très clair. Alors maintenant, alors, sur cette question du wokisme. mais le wokisme, c'est la cohésion interne des sociétés. Si il n'y a plus de cohésion extérieure à cause de la frontière et qu'il n'y a plus de cohésion intérieure à cause du wokisme, parce que le gouvernement français, par exemple, vous dit qu'un homme peut être enceint et qu'expliquer qu'un homme ne peut pas être enceint, c'est quelque chose qui va à l'encontre de la loi et peut tomber sous le coup de la loi en France, évidemment, ça laisse rêveur. L'idée qu'il y a 34 genres, et pas des hommes et des femmes, mais 34 genres, c'est une idée qui détruit une société, bien entendu, parce que il y a des réalités. Il y a des hommes, il y a des femmes. Et cette réalité, elle a conduit dans le passé toutes les civilisations à les traiter différemment. Mais ça n'est pas parce que ça a été traité
sous la forme de l'ordre moral au XIXe siècle qu'il faut aujourd'hui déclarer que n'importe quoi est légitime. Il y a des hommes et des femmes, et il y a des personnes qui ont envie, étant nées hommes, de devenir femmes, ou qui ont envie, étant nées femmes, de devenir hommes. Cela a toujours existé, cela représente un pourcentage infinitésimal de la population, et il n'y a effectivement pas de raison de les poursuivre et de leur rendre la vie impossible. Bon, mais c'est 0,00 quelque chose, hein. Adapter l'ensemble des règles du pays à ces personnes, non. C'est pourtant ce qui vient d'être fait en interdisant à la SNCF de demander le sexe des personnes quand elles achètent des billets longtemps à l'avance par l'Internet. Elles n'ont plus le droit parce que c'est quelque chose qui mettrait en mauvaise situation les transsexuels. Bon, là, on est dans la folie. On est dans la folie pure. D'abord parce que les transsexuels, ce sont des femmes ou des hommes, hein, au départ. Alors, une femme qui veut devenir un homme, eh bien, on va dire que c'est un homme, si elle a fait les opérations nécessaires, et vice-versa. Donc, personne n'est entre deux. On ne peut pas faire Et une loi justement, pour l'entre. l'objectif d'un transsexuel, c'est qu'il soit considéré homme ou femme, Voilà. et pas rien. Donc, on ne peut pas faire les lois pour des gens qui ne seraient ni hommes ni femmes et qui représentent 0,000 quelque chose. Alors ensuite, la question de la vie privée et de la sexualité. Vous savez, l'homosexualité, c'est une chose qui a été inventée, le mot et l'idée, dans les années 1850 pour mettre fin au regroupement et aux communes ouvrières qui s'étaient constituées autour des grandes villes à Londres, Paris et Berlin, pour arriver à recréer à créer des familles au sens étroit qui ne soient pas en risque de se coaguler, puisqu'on avait déjà interdit les syndicats pour limiter les capacités profitables des entreprises. Donc, cette idée qu'il faut condamner les rapports entre personnes de même sexe, c'est une idée qui est née avec la révolution industrielle pour des raisons économiques. Il n'y a pas de raison aujourd'hui de maintenir cette interdiction, mais il n'y a pas de raison de déclarer que c'est supérieur aux relations entre personnes de sexe opposé. Et il n'y a pas de raison non plus de décider que ça va produire des enfants. Non, c'est pas fait pour ça. On produit des enfants d'une manière naturelle par des relations entre personnes de sexe opposé. C'est comme ça. C'est comme vous évoquiez tout à l'heure, les choses qu'on ne peut pas changer. Et il ne faut pas essayer de changer cela parce que, au fond, on ne peut pas modifier la nature humaine en mettant des puces ici ou là, ou en décidant que l'on va être autre chose que ce que l'on est. On peut tout à fait décider de donner la liberté aux gens, et le mariage pour tous donne la liberté à chacun de choisir sa compagne ou son compagnon sans subir d'ostracisme particulier, quoique dans la réalité, cela n'est pas si simple. Euh, si dans le 7e et le 10e arrondissement de Paris, on peut tout à fait se marier avec une personne de son sexe, c'est beaucoup plus compliqué dans d'autres endroits parce que les évolutions de la société n'ont pas le même rythme que les évolutions des lois. Ça, c'est une loi fondamentale de la vie des sociétés, qu'elles évoluent à un rythme qui est le leur. Mais donc, le wokisme, qui consiste à dire que le réel n'existe pas, que les hommes et les femmes sont des inventions, ça c'est inacceptable. C'est la destruction de la société. Ce qui est tout à fait inacceptable dans la situation antérieure, c'est de considérer que papa lit le journal tandis que maman fait la vaisselle. Non, ça, c'est pas les hommes et les femmes en tant que sexe, c'est le rôle social attribué au genre par une société donnée. Voilà. Mais ça, c'est le rôle social attribué au genre par une société donnée. On peut tout à fait imaginer que maman lit le journal pendant que papa fait la vaisselle. Ça ne change pas l'attribution sexuelle
Donc qu'on fasse évoluer les rapports entre les genres, c'est quelque chose qui se fait depuis des dizaines d'années, à travers, la, modification, profonde et fondamentale du rapport à la société et au métier, à la vie sociale, à la vie privée des hommes et des femmes. Ça, c'est une évolution qui a été, commencée, qui est en cours, qui est même largement réalisée. En revanche, on ne peut pas déclarer que les hommes et les femmes, ça n'existe pas. Alors peut-être pour finir notre entretien de ce matin, on pourrait aborder un sujet sur lequel vous êtes spécialiste, qui concerne les questions de sécurité et de renseignement, puisque et ce sera peut-être la tâche la plus difficile que s'est fixée Donald Trump, à savoir réformer les services de renseignement américains pour rendre le FBI et la CIA, entre autres, et la NSA, moins autonomes et obéissants à l'exécutif. Et à cette fin, entre autres choses, il a nommé Madame Tulsi Gabbard à la tête de la direction du renseignement américain, ce qui effraie tout un tas d'atlantistes, parce qu'évidemment, elle aussi, elle est pro-russe et c'est une agent du Kremlin, paraît-il. Mais en dehors de cela, est-ce que ce n'est pas est-ce que c'est pas un trop gros morceau à avaler pour même pour un Donald Trump? Et est-ce que ces institutions, tentaculaires qui ont sûrement contribué à avoir la tête d'un président déjà, au sens propre du terme, ne risquent pas d'être beaucoup plus compliquées? Il se fait en tout cas l'ennemi direct de la plupart des dirigeants européens. heu, qui n'ont pas envie de passer sous la coupe de Donald Trump, alors qu'ils étaient absolument ravis, d'être sous celle, de services américains. Vous savez que pratiquement aucun dirigeant européen n'a échappé, au stage de Young Leaders of America, qui est supervisé par la CIA. C'est une chose qui est un fait. On en Heu parle, régulièrement. Ou alors ils sont à l'Atlantic Council, ou alors ils sont, au German Marshall Fund, ou bon, bref, où ils officient alors ou bien on les dans trouve ou bien on les trouve dans les WikiLeaks, comme pendus, au consulat américain, pour aller faire leur compte rendu régulier. Je ne donnerai pas de nom, mais enfin, il y en a un qui allait jusqu'à 4 fois par semaine. L'ambassadeur a dû se plaindre auprès, de la direction des services aux États-Unis en demandant qu'il ne soit plus obligé de recevoir cet homme politique français de premier plan, 4 fois par semaine. c'est une époque, François Hollande et monsieur Laurent Fabius étaient allés s'excuser à l'ambassade des États-Unis pour la non-intervention de la France dans la guerre en Irak, par exemple. Oui, 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 mais justement, c'est celui-là qui allait 4 fois par semaine expliquant qu'il arriverait Ah, c'est lui qui allait à 4 fois? obtenir ça et il l'a obtenu d'ailleurs. Mais c'est une personne de tout premier plan. Il suffit de vous reporter à l'internet pour avoir son nom et sincèrement, il a tourné la tête au bon moment et c'est son oreille et non sa boîte crânienne qui ont été transpercées par la balle qui venait probablement, de cet horizon-là et il peut considérer qu'ayant réussi à tourner la tête au bon moment, il peut se permettre d'imaginer réduire, l'indépendance de ces services qui sont un État dans l'État. Dans tous les pays, les services sont un État dans l'État et ont une, difficulté à se plier vraiment aux demandes de l'exécutif. Alors ils le font en parole, vous savez, les dirigeants des services de renseignement viennent immédiatement après l'élection des nouveaux dirigeants politiques dans chaque pays, faire allégeance, dire qu'ils sont là, pour obéir, puis retournent dans leur bureau et disent à tout le monde que les affaires continuent comme avant. C'est,
difficile à faire dans la profondeur pour Donald Trump. Cependant, il peut réussir à changer la coupole de direction, comme on dit dans les organisations mafieuses. Il peut réussir à changer la coupole de direction de ses services de renseignement pour y mettre des personnes qui lui sont favorables ou qui sont favorables à l'idée que cela ne forme pas une sorte d'État profond indépendant capable de s'opposer aux intérêts du peuple. Mais vous pensez que c'est quelque chose qui est jouable, compte tenu de la puissance de ces organisations et du fait que peut-être qu'effectivement la balle qu'il a évitée venait de cet angle-là. En tout cas, clairement, elle vient clairement, entre autres, de cet angle-là, concernant le président John Fitzgerald Kennedy. Alors, il a peut-être le raisonnement pragmatique suivant: de toute façon, ces gens vont essayer d'avoir ma peau, alors autant que je m'attaque à eux, je ne prends pas plus de risques qu'en étant simplement celui que je suis. Très bien. Eh bien, merci Gilles pour ces analyses. Merci à vous de votre invitation. Qu'est-ce que vous pensez, en dernier mot, du fait que, comment il s'appelle, Éric Zemmour et Madame Sarah Knafo aillent à la cérémonie d'investiture de Ils ont ce. raison, Pourtant, ils ils ont se raison, c'est définissent comme Donald souverainistes. Trump Donald Trump est la personne dont ils sont les plus proches. C'est très logique. C'est très logique, il y a pas de contradiction. J'aurais été plus surpris que Jean-Luc Mélenchon y aille. Sur ce bon mot, merci Gilles pour ces analyses précises et toujours aussi intéressantes. Et eh bien, si tout va bien, euh, on, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour voir ce qu'il en est de l'état du monde et de notre pays. On verra quel sujet émergent la semaine À prochaine. lundi prochain. Merci à vous. Merci à tous qui nous suivez. On a un petit décalage avec nos amis de la régie sur le lancement, je pense, euh, du générique de fin. Mais on va y arriver, parce que moi, je n'ai pas la main sur le générique de fin. Voilà. En tout cas, encore une fois, très très apprécié vos analyses par nos auditeurs qui se chamaillent, je vois, sur un sujet que je n'ai pas suivi. Je vois qu'il est question d'érection intempestive, mais je crois que ça, c'est une partie de discussion dans le chat qui a complètement déraillé. Et eh bien, alors, à la semaine prochaine et à demain pour tous les autres. Merci d'avoir été là.